Je sens que je perds mon bébé, et ma mère me dit, nous ne pouvons pas venir, nous sommes au tournoi de golf de ton frère. J'ai alors annulé leur virement mensuel de $3200 24 heures plus tard, les flics débarquent. Je m'appelle Jennifer Walsh, j'ai 29 ans. Il y a 3 semaines, j'ai perdu un bébé que je désirais éperdument, alors que mes parents choisissaient le tournoi de golf de mon frère plutôt que leurs petits-enfants. L'hémorragie a commencé à 2 heures du matin. Ce n'étaient pas les légères taches que mon médecin m'avait dit de surveiller, mais une hémorragie massive, terrifiante, qui a tout traversé en quelques minutes. J'étais enceinte de 12 semaines, je venais juste de dépasser le stade où j'avais commencé à croire que ce bébé pourrait vraiment survivre. Mon mari, Derek, était à Boston pour une présentation client cruciale. Il était parti la veille, en embrassant mon ventre encore plat, et en promettant d'être de retour d'ici vendredi. Nous n'étions que mardi. J'ai appelé la ligne d'urgence de mon obstétricien, les mains tremblantes, en essayant de garder une voix stable pour ne pas réveiller mes jumeaux de 18 mois, Mason et Madison, qui dormaient dans leur berceau au bout du couloir. « Jennifer, vous devez vous rendre à l'hôpital immédiatement », a déclaré la docteure Chin. Sa voix était calme, mais urgente. Ce niveau de saignement à 12 semaines nécessite une intervention immédiate. Quelqu'un peut-il vous conduire? Mon mari est hors de la ville. Je vais appeler mes parents. Faites vite. Et si les saignements augmentent encore, appelez le 911. N'attendez pas. J'ai raccroché et j'ai composé le numéro de ma mère. Le téléphone a sonné 6 fois avant qu'elle ne réponde, la voix lourde de sommeil. Jennifer, il est 2 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je saigne beaucoup. Je suis enceinte, je l'étais et je dois aller à l'hôpital. Est-ce que tu peux venir garder les jumeaux? Il y a eu une pause, une longue pause, pendant laquelle j'entendais mon père demander ce qui se passait. Des saignements? Es-tu sûr que c'est grave? Tu sais que tu as tendance à catastropher les problèmes médicaux. Ma main était littéralement couverte de sang. Maman, je suis en train de perdre le bébé. J'ai besoin d'une chirurgie d'urgence. S'il te plaît, j'ai besoin que tu viennes rester avec Mason et Madison. Ils dorment. Tu as juste besoin d'être là quand ils se réveilleront. Jennifer, ton père et moi sommes à Palm Springs. Nous sommes au tournoi de golf de ton frère. Tyler concourt pour un prix de $50 000. Nous ne pouvons pas simplement partir. J'ai senti la pièce vaciller. Vous êtes à 3 heures de route. Nous avons planifié ce voyage depuis des mois. Tyler s'est qualifié pour ce tournoi, c'est un enjeu énorme pour lui. Maman, je fais une fausse couche. J'ai besoin d'une chirurgie d'urgence. En es-tu absolument sûr? Parfois, les saignements pendant la grossesse sont normaux. Tu te souviens quand tu pensais avoir l'appendicite, et que ce n'était que des gaz. J'ai baissé les yeux sur mon pyjama imbibé de sang, sur la flaque qui se formait sur le sol de la salle de bain. Ce ne sont pas des gaz, maman. La voix de mon père est arrivée sur la ligne. Ma chérie, nous avons payé $2000 pour ce week-end de tournoi. L'hôtel, les billets, tout. Ne peux-tu pas appeler les parents de Derek? Les parents de Derek sont en Floride. Il leur faudrait 8 heures de vol pour arriver ici. Eh bien, tu as sûrement des amis, ou tu peux engager une babysitter. C'est exactement pour cela que les gens ont des plans de secours. Je n'avais pas prévu de faire une fausse couche à 2 heures du matin. Tu es toujours si dramatique pour tout, a dit ma mère, en reprenant le téléphone. Je suis sûr que ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Allonge-toi simplement avec les pieds surélevés. Si c'est toujours aussi grave demain matin, va aux urgences. L'hémorragie s'intensifiait. Je pouvais le sentir. Je ne peux pas attendre le matin. Je pourrais me vider de mon sang. Jennifer, ne sois pas ridicule. On ne meurt pas d'une fausse couche. Les femmes en font tout le temps. Elle a soupiré profondément. Bon, nous essaierons de partir tôt demain, mais ton père a déjà payé pour le petit déjeuner du tournoi demain, et Tyler commence son parcours à 8 heures. Nous pourrons probablement partir vers midi. Midi? Maman, nous sommes mardi matin. J'ai besoin d'aide maintenant. Et nous sommes à 3 heures de là, pour l'événement important de ton frère. Tu dois être plus compréhensive. Le monde ne tourne pas autour de toi. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon cœur, cela viendrait plus tard.
Quelque chose de plus tranchant. De plus clair. Tu as raison, ai-je dit calmement. Le monde ne tourne pas autour de moi. Cela n'a jamais été le cas. J'ai raccroché. Les saignements ont redoublé. J'ai appelé le 911. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes. 2 femmes, la trentaine environ, calmes et efficaces. Vous en êtes à combien de semaines? A demandé la première en m'aidant à monter sur la civière. 12 semaines. Saignements abondants depuis environ 20 minutes. Des crampes? Oui, ça empire. Nous allons vous emmener à l'hôpital général du comté. Ils ont une excellente équipe d'urgence obstétrique. Elle a regardé autour de ma chambre. Y a-t-il quelqu'un ici avec vous? Mes jumeaux, ils ont 18 mois. Ils dorment dans la chambre d'enfant. Quelqu'un doit venir les surveiller. J'ai senti les larmes monter. Non. Mon mari est à Boston. Mes parents sont à Palm Springs, et refusent de quitter le tournoi de golf de mon frère. Le visage de la deuxième ambulancière s'est durci. Ils ne quittent pas un tournoi de golf pour l'urgence médicale de leur fille? Apparemment non. Avez-vous quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler? J'ai réfléchi frénétiquement. Ma meilleure amie Emma était au Japon pour le travail. Le frère de Derek vivait à Seattle. Ma voisine, Madame Patterson, avait 78 ans, et ne pouvait pas gérer des jumeaux en bas âge. Puis, je me suis souvenu de la carte que la mère de Derek m'avait donnée il y a 6 mois, solution de garde d'enfants d'urgence quand la crise frappe, nous sommes là. Il y a un service, ai-je dit. Garde d'enfants d'urgence. J'ai le numéro dans mon téléphone. La première ambulancière m'a aidé à composer le numéro, tandis que la seconde posait une perfusion. Une femme a répondu à la deuxième sonnerie. Solution de garde d'enfants d'urgence, Patricia à l'appareil. J'ai besoin d'aide. Ma voix s'est brisée. On me transporte à l'hôpital. Je fais une fausse couche. J'ai des jumeaux de 18 mois qui dorment dans leur berceau. J'ai besoin de quelqu'un ici avant qu'ils ne se réveillent. Quelqu'un de compétent. Où êtes-vous situé? J'ai donné mon adresse. Nous pouvons avoir 2 spécialistes sur place dans 25 minutes. Les jumeaux nécessitent 2 soignants pour une sécurité optimale. Notre tarif d'urgence est de $60 par heure, par soignant, avec un minimum de 6 heures. Très bien, peu importe. S'il vous plaît, venez vite. Jennifer, j'ai besoin que vous respiriez. Nous vous envoyons Rosa et Michel. Ce sont toutes les 2 des infirmières pédiatriques, avec une expérience des jumeaux. Elles s'occuperont de vos bébés comme si c'était les leurs. Concentrez-vous sur vous-même, maintenant. Merci, ai-je chuchoté. Merci infiniment. Alors qu'elle me chargeait dans l'ambulance, j'ai fait quelque chose que je faisais chaque mois depuis 6 ans. Quelque chose que j'avais gardé secret, parce que je pensais que cela faisait de moi une bonne fille. J'ai ouvert mon application bancaire, avec mes doigts tremblants et tachés de sang. Il y avait le virement automatique que j'avais configuré quand j'avais 23 ans, dès que j'avais décroché mon premier vrai emploi après l'université. $3200 transférés le 15 de chaque mois, sur le compte de mes parents. Cela avait commencé quand l'entreprise de papa avait connu un revers temporaire. Quand maman avait mentionné qu'il pourrait perdre la maison. Quand mon frère était encore à l'université, et avait besoin d'aide pour ses frais de scolarité, juste pour quelques mois. Papa avait dit, juste le temps que la situation se stabilise. 6 ans plus tard, les affaires de papa s'étaient stabilisées au point de payer des tournois de golf et des week-ends à Palm Springs. Maman s'était stabilisée au point de s'offrir des journées au spa et des virées shopping. Tyler avait obtenu son diplôme et un emploi à 6 chiffres, mais bizarrement, il n'aidait jamais à payer les factures. Et moi, je continuais d'envoyer l'argent, parce que personne ne m'avait jamais dit d'arrêter. Parce que je pensais que c'était ce que faisaient les filles dévouées. $3200 par mois, 12 mois par an, pendant 6 ans. Cela faisait $230 400. Près d'un quart de million de dollars versés à des parents, qui n'ont pas daigné faire 3 heures de route pour m'aider pendant une fausse couche. J'ai annulé le virement automatique. Puis, j'en ai configuré un nouveau. Le même montant, $3200 par mois, vers un fonds universitaire pour Mason et Madison. L'ambulancière a serré ma main. Vous vous en sortez très bien. Restez avec nous.
Mais je ne pensais pas au sang, ni à la douleur, ni au bébé que j'étais en train de perdre. Je pensais à la façon dont mes parents avaient choisi le golf plutôt que leurs petits-enfants. À la façon dont ils m'avaient traité de dramatique alors que j'étais en train de faire une hémorragie. À la façon dont j'avais payé pour ce tournoi de golf, avec de l'argent qu'ils n'avaient jamais gagné. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, pourriez-vous prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime? Cela m'aide vraiment à continuer à créer ces récits. Aux urgences, tout n'était que chaos et urgence. La docteure Chinmi a retrouvé, déjà en tenue de bloc. Jennifer, nous devons pratiquer un curetage d'urgence. Vous faites une hémorragie interne. Nous devons arrêter le saignement avant que vous ne tombiez en état de choc. Le bébé? Son visage était empreint de douceur. Je suis tellement désolé. Il n'y a plus de battement de cœur. Votre corps essaie d'expulser le fœtus, mais des tissus sont restés coincés. C'est ce qui cause l'hémorragie. Je l'avais senti, au fond de moi. Je l'avais su dès que les saignements avaient commencé, mais l'entendre le rendait réel. D'accord, ai-je chuchoté. Faites ce que vous avez à faire. Nous allons vous endormir sous anesthésie générale. L'intervention dure environ 20 minutes. Vous vous réveillerez en salle de réveil. Pour les jumeaux, je dois appeler quelqu'un. Nous nous assurons que vous ayez un téléphone dès votre réveil, mais là, nous devons faire vite. Alors qu'on me poussait vers le bloc, mon téléphone a sonné. C'était Derek. Jen, bébé, j'ai eu ton message. Oh mon Dieu, je suis à l'aéroport. Je serai là dans 4 heures. Et les jumeaux? J'ai appelé un service d'urgence. Ta mère est déjà dans un avion, elle atterrira dans 6 heures. Elle a les coordonnées de Rosa et Michel, les infirmières à la maison. Elle va tout coordonner. Ta mère vient de Floride? Bien sûr qu'elle vient. C'est ta famille. C'est ce que fait une famille. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé de ne pas être là. Tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Est-ce que tes parents sont là? Ils sont au tournoi de golf de Tyler. Ils ne peuvent pas partir. Un silence. Puis la voix de Derek, froide et dure, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ils ont choisi le golf plutôt que toi. Apparemment. Jennifer, je te jure devant Dieu. Derek, j'ai coupé l'argent. Les 3200 $ par mois. C'est fini. J'ai tout redirigé vers le fonds d'études des jumeaux. Une autre pause. Tu leur envoyais 3200 $ par mois depuis 6 ans. C'est. Je l'entendais faire le calcul. C'est plus de 230 000 $. Je sais. Et ils ne quittent pas un tournoi de golf pour t'aider. Je sais. L'anesthésiste préparait les médicaments. Nous devons commencer, a-t-elle dit doucement. Je dois te laisser, ai-je dit à Derek. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'arrive aussi vite que je peux. Et Jennifer, tes parents, c'est terminé. Tu m'entends? C'est terminé. Le monde est devenu flou à mesure que l'anesthésie faisait effet. Je me suis réveillé en salle de réveil au son de voix. 2 femmes se disputaient dans le couloir. C'est absolument inacceptable. Votre fille est à l'hôpital après une chirurgie d'urgence et vous vous inquiétez pour l'argent. La voix de ma mère répondit, ce n'est pas juste, Patricia. Vous ne comprenez pas la situation. Je comprends parfaitement. Jennifer vous a appelé à 2 heures du matin, en pleine hémorragie, et vous avez choisi un tournoi de golf. Nous étions à 3 heures de route. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Conduire immédiatement. Comme je l'ai fait depuis la Floride. Comme n'importe quel parent décent le ferait. J'ai essayé de m'asseoir. Une infirmière est arrivée instantanément. Doucement. Vous êtes encore vaseuse à cause de l'anesthésie. Qui est là-bas? Votre belle-mère est arrivée il y a environ 1 heure. Elle règle quelques problèmes. Patricia Walsh, la mère de Derek, était une force de la nature. Elle avait été infirmière en salle d'accouchement pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Elle ne tolérait pas les bêtises, et apparemment, elle ne tolérait pas non plus ma mère. Vous n'avez pas à nous juger, disait ma mère. Nous avons été de bons parents. Nous avons tout sacrifié pour nos enfants. Ah bon?
Parce que de là où je me tiens, c'est votre fille qui se sacrifie pour vous. Vous voulez savoir comment je le sais? Patricia, ne faites pas ça. Les relevés bancaires de Jennifer ont été vérifiés pour le service de garde d'urgence, c'est la procédure standard pour garantir le paiement. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Des virements mensuels de 3200 $ sur votre compte, depuis 6 ans. Cela fait 230 400 $. Silence total. Votre fille, celle qui est en train de se remettre d'une chirurgie pour lui sauver la vie, finance votre train de vie depuis 6 ans. Et quand elle a eu le plus besoin de vous, vous n'avez pas pu interrompre une partie de golf. Cet argent était. Nous pensions que c'était. Vous pensiez que c'était quoi? Un cadeau de la fée Clochette? Vous saviez exactement d'où il venait. Vous vous en fichiez, c'est tout. C'était maintenant la voix de mon père. Nous sommes là maintenant, n'est-ce pas? Nous avons conduit directement depuis Palm Springs. Vous avez 12 heures de retard. Votre fille a subi une opération seule. Vos petits-enfants se sont réveillés avec des inconnus parce que vous ne vouliez pas quitter un terrain de golf. Le service de garde s'en est occupé. Un service de garde que Jennifer a dû engager depuis une ambulance, alors qu'elle perdait son sang, parce que ses propres grands-parents n'en avaient rien à faire. L'infirmière qui m'aidait essayait de ne pas sourire. Votre belle-mère est phénoménale. Elle est incroyable, elle chuchotait. Elle était là depuis son atterrissage. Elle n'avait pas quitté mon chevet. Elle avait coordonné le relais avec les infirmières à domicile. Elle appelait son fils toutes les heures. Elle gérait toute la paperasse de l'assurance. L'infirmière a ajusté ma perfusion. Elle a aussi interdit à vos parents d'entrer dans votre chambre tant que vous ne serez pas prête à les voir. Elle a le droit de le faire, elle est inscrite comme votre représentante médicale en attendant l'arrivée de Derek. J'ai entendu des pas. Patricia est apparue dans l'encadrement de la porte, ses cheveux argentés un peu en désordre, mais le regard fier. Tu es réveillée. Son visage s'est adouci immédiatement. Elle est venue s'asseoir près de moi et a pris ma main. Comment te sens-tu, ma chérie? Comme quelqu'un qui a perdu son bébé. Je sais. Je suis tellement désolé. Elle a écarté une mèche de cheveux de mon front. L'intervention s'est bien passée. Aucune complication. Tu devras te reposer quelques jours, mais physiquement, tu vas guérir. Les jumeaux vont bien, Rosa et Michel sont avec eux à la maison. Ils ont mangé, ils ont été changés, ils jouent. Je les ai appelés en vidéo toutes les heures. Mason demande maman, mais ils vont bien. Derek sera là dans 90 minutes. Il ira directement à la maison pour relever les infirmières. Tu as pris l'avion depuis la Floride. Bien sûr que oui. Tu es ma belle-fille. Plus que ça, tu es ma famille. Elle a souri. Et puis, je cherchais une excuse pour dire à tes parents ce que je pense d'eux depuis des années. Derek ne me laissait pas faire, mais après ça, les gants sont retirés. J'ai entendu une partie de la discussion. Tant mieux. Ils avaient besoin de l'entendre. Elle s'est assise plus confortablement. Jennifer, je dois te dire quelque chose. Quand Derek m'a appelé, il m'a parlé de l'argent. Des 230 400 $ que tu as envoyés à tes parents. J'ai détourné le regard. Je sais, c'était stupide. Ce n'était pas stupide. C'était généreux. Trop généreux. Mais cela m'a montré qui tu es. Tu es quelqu'un qui donne tout pour les gens qu'elle aime. Elle a serré ma main. Mais ma puce, tu as donné à des gens qui ne le méritent pas. Qui ne l'estiment pas. Qui prennent, et ne rendent jamais rien. Ce sont mes parents. Ce sont des profiteurs. Et je dis cela en tant que mère qui a élevé son fils pour qu'il place la famille au-dessus de tout. Mais la famille est censée être une relation réciproque. Tu donnes, ils donnent. Tu es là, ils sont là. Ce n'est pas ce qui se passe ici. La porte s'est ouverte. Derek a fait irruption, encore en costume de sa présentation, le visage tiré et pâle. Jen. Il a traversé la pièce en 3 enjambées, m'enveloppant dans ses bras avec précaution. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Tellement désolé de ne pas avoir été là. Tu es là maintenant. Il a reculé un peu, touchant mon visage comme pour confirmer que j'étais réel. Ma mère m'a tout dit. La chirurgie s'est bien passée.
Tu vas bien physiquement. Pour le bébé, ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. Nous ferons notre deuil ensemble. Mais pour l'instant, je suis juste reconnaissant que tu sois en vie. Patricia s'est levée. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Derek, je vais à la maison pour libérer Rosa et Michel. Reste ici aussi longtemps que Jennifer a besoin de toi. Maman, Derek a attrapé sa main. Merci pour tout. C'est ce que font les mères, chérie. Elles sont présentes. Elle a jeté un coup d'œil pointu vers la porte, où mes parents attendaient probablement encore. Les vraies mères, en tout cas. Après son départ, Derek s'est assis sur le bord du lit, tenant mes 2 mains. J'ai parlé à tes parents dans le couloir, a-t-il dit. Avant que ma mère n'arrive. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton père a demandé si tu allais bien. Ta mère a demandé si l'hôpital les laisserait te voir, malgré le malentendu avec Patricia. Il a pris une grande inspiration. Et puis ton père a demandé si tu avais annulé le virement mensuel exprès, ou s'il s'agissait d'une erreur bancaire. J'ai fermé les yeux. Évidemment. Jennifer, j'ai explosé. Je lui ai dit que sa fille avait failli mourir d'une hémorragie, et que sa première préoccupation était l'argent. Que tu finançais leur vie depuis 6 ans, alors que tu te débattais comme une jeune maman avec des jumeaux. Qu'ils ne méritaient pas un centime de ton argent, ni une seconde de ton temps. Qu'est-ce qu'il a répondu? Que j'étais irrespectueux. Qu'il t'avait élevé et qu'il méritait du soutien pour leur retraite. Que cet argent n'était que de l'aide familiale, et qu'ils avaient supposé qu'il s'agissait d'un cadeau. Un cadeau pour lequel ils ne m'ont jamais remercié, ni même adressé un mot. Exactement. La voix de Derek tremblait de rage. Puis ta mère a dit quelque chose qui m'a donné envie de les jeter tous les deux hors de l'hôpital. Quoi? Elle a dit, Jennifer a toujours été excessivement émotive pour ce genre de choses. Elle comprendra une fois qu'elle sera calmée. Nous sommes toujours ses parents. J'ai senti quelque chose en moi devenir très froid. Très calme. Derek, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. J'ai besoin que tu leur dises qu'ils peuvent partir. Je ne veux pas les voir. Quand je serai prête à parler, je les contacterai. Mais là, tout de suite, ils doivent s'en aller. Tu en es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Il a embrassé mon front. C'est comme si c'était fait. J'ai entendu la voix de Derek dans le couloir. Ferme. Définitive. Vous devez partir. Jennifer ne veut pas vous voir pour l'instant. Ma mère, c'est ridicule. Nous sommes ses parents. Nous avons le droit. Vous n'avez aucun droit ici. Vous les avez perdus quand vous avez choisi le golf plutôt que l'urgence vitale de votre fille. Derek, tu surréagis. Ta mère t'a empoisonné contre nous. Ma mère m'a dit la vérité. Chose que vous n'avez visiblement jamais faite. Mon père, écoutez-moi bien, jeune homme. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Jennifer a failli mourir aujourd'hui. Elle a perdu un bébé qu'elle désirait tant. Elle avait besoin de vous, et vous n'étiez pas là. Vous avez pris son argent pendant 6 ans sans rien donner en retour. Cela s'arrête maintenant. Cet argent était un don. Un don que vous n'avez jamais remercié, que vous avez traité comme un dû. Eh bien, cet argent va maintenant aller dans le fonds d'études de vos petits-enfants. Un silence. Puis la voix de ma mère, glaciale. Elle va le regretter. La famille, c'est pour toujours. Elle ne peut pas nous rayer de sa vie comme ça. Regardez-la bien faire, a conclu Derek. Maintenant partez, avant que je ne demande à la sécurité de vous escorter dehors. J'ai entendu des pas s'éloigner. Puis Derek est revenu, le visage encore rouge de colère. Ils sont partis. Merci, Derek. Jen, je dois te dire une chose. Je savais que tu leur envoyais de l'argent. Pas combien, mais je savais. Et j'aurais dû me poser des questions. J'aurais dû te demander pourquoi. J'aurais dû te protéger d'eux. Tu ne savais pas. J'aurais dû le voir. J'aurais dû remarquer le schéma. La façon dont ils te traitaient toujours de dramatique. La façon dont ils ignoraient tes besoins pour t'utiliser. Jen, je suis ton mari. Je suis censé te protéger des gens qui te font du mal, même si ces gens sont tes parents.
Surtout si ce sont tes parents. Je l'ai attiré vers moi. Tu me protèges maintenant. C'est tout ce qui compte. Nous sommes restés l'un contre l'autre pendant que je pleurais. Pas seulement pour le bébé perdu, mais pour les parents qui venaient de me montrer leur vrai visage. Pour la fille que j'avais été, essayant toujours de mendier un amour qui aurait dû être gratuit. 3 jours plus tard, j'étais à la maison. Patricia était restée, elle dormait dans notre chambre d'amis, aidait avec les jumeaux, préparait les repas et gérait ma convalescence avec son professionnalisme d'infirmière. Mason et Madison ne comprenaient pas pourquoi maman était triste et devait se reposer, mais ils comprenaient que grand-mère Patricia était là, qu'elle faisait les meilleurs câlins et les meilleures crêpes. Derek avait pris une semaine de congé. La présentation client s'était si bien passée qu'ils avaient décroché le contrat, mais Derek avait été clair, la famille passait en premier. Mes parents avaient appelé 17 fois. Je n'avais répondu à aucun appel. Le 4e jour, une lettre est arrivée. Écrite à la main par ma mère. Jennifer, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Nous avons toujours été là pour toi. Ton père et moi sommes blessés et confus par ton comportement. Nous avons fait les 3 heures de route depuis Palm Springs dès que nous avons pu. Nous sommes venus à l'hôpital. Nous avons essayé de te voir et Derek nous a traités comme des criminels. Cette histoire d'argent est un malentendu. Nous pensions que tu étais heureuse d'aider. Nous ne t'avons jamais explicitement demandé de l'envoyer, tu l'as fait de ton plein gré. Nous avons besoin que tu rétablisses le virement mensuel. Nous avons pris des décisions financières basées sur ce revenu. Sans lui, nous allons devoir faire de lourds sacrifices. S'il te plaît, arrête d'écouter la mère de Derek. Elle a toujours été jalouse de notre relation avec toi. Elle te monte contre ta propre famille. Nous t'aimons. Appelle-nous. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'ai répondu par écrit. Maman, papa. Vous avez raison sur un point, j'ai envoyé cet argent de moi-même. Vous ne l'avez jamais demandé explicitement. Vous vous contentiez de mentionner vos difficultés, et je suis intervenu pour aider, pendant 6 ans. Mais vous avez tort sur tout le reste. Vous n'étiez pas là pour moi quand j'ai appelé à 2 heures du matin, en pleine hémorragie, terrifié, avec vos petits-enfants à charge. Vous étiez au tournoi de golf de Tyler. Vous avez préféré le golf à l'urgence vitale de votre fille. Vous n'êtes pas venu dès que vous avez pu. Vous êtes venu 12 heures plus tard, après ma chirurgie, après que la mère de Derek soit arrivée de Floride, après que des inconnus aient dû s'occuper de vos petits-enfants parce que vous refusiez de le faire. L'argent n'était pas un malentendu. Vous saviez parfaitement d'où il venait. Vous ne l'avez simplement jamais reconnu. Jamais remercié. Jamais vous ne vous êtes demandé pourquoi votre fille de 23 ans vous envoyait $3200 chaque mois. Vous avez pris des décisions financières basées sur mon revenu? Tant mieux. Maintenant, vous allez prendre des décisions basées sur le vôtre. Comme des adultes. Comme j'ai dû le faire à 23 ans, en finançant votre train de vie tout en bâtissant ma propre vie. Patricia ne me monte pas contre vous. Vous l'avez fait tout seul. Elle a simplement eu le courage de dire ce que j'avais trop peur de reconnaître. Vous êtes des profiteurs. Vous prenez sans jamais donner. Vous exigez sans jamais apprécier. Je ne veux pas de votre amour s'il est conditionnel. S'il vient avec de la culpabilité. S'il n'existe que quand je vous suis utile. J'en ai fini. L'argent n'est plus là. L'accès est coupé. Le droit de me traiter comme un moins que rien n'est révoqué. Ne me contactez plus, à moins d'être prêt à assumer une réelle responsabilité pour vos actes. Pas des excuses bidons, pas des justifications. Une vraie responsabilité. Jennifer. J'ai posté la lettre avant de pouvoir changer d'avis. Patricia m'a trouvé dans la cuisine juste après, je fixais le vide. Ça va, ma chérie? Je viens de dire à mes parents de me laisser tranquille, à moins qu'ils ne soient capables de vraies excuses. Elle m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. J'ai l'impression que je devrais me sentir plus mal. Que je devrais me sentir coupable, ou triste. C'est le cas? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non. Je me sens plus légère. Comme si j'avais porté un poids immense pendant des années, et que je venais enfin de le poser. C'est parce que c'est exactement ce que tu as fait.
Tu as porté leur fardeau financier, leur fardeau émotionnel, leurs attentes. Tu as porté le poids d'essayer de mériter un amour qui aurait dû t'être donné gratuitement. Elle a reculé pour me regarder dans les yeux. Jennifer, tu as le droit de poser ce fardeau. Tu as le droit de dire assez. Et s'il ne change jamais? Et si je viens de perdre mes parents pour toujours? Alors tu n'as pas perdu des parents. Tu as perdu des profiteurs. Et ma chérie, ce n'est pas une perte. C'est la liberté. 2 semaines plus tard, mon frère Tyler a appelé. Jen, c'est moi. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des mois. Il n'appelait généralement que s'il avait besoin de quelque chose, ou si maman le forçait. Salut Tyler. Maman m'a dit ce qui s'est passé. La fausse couche, l'hôpital, la dispute. Il a marqué une pause. Je suis désolé pour le bébé. C'est dur. Merci. Mais Jen, tu ne peux pas couper les ponts avec maman et papa comme ça. Il panique. Papa parle de vendre la maison. Maman pleure tout le temps. Ils doivent vendre leur maison. Eh bien, ils étudient la question. L'hypothèque est de 2400 dollars par mois. Avec les traites de la voiture et les autres dépenses, ils ne peuvent pas couvrir ça avec la pension de papa et le temps partiel de maman. Donc, ils ont besoin des 3200 dollars que j'envoyais. Enfin, oui, ils avaient construit leur budget autour de ça. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tyler, ils ont construit leur budget sur l'argent que je leur envoyais depuis que j'ai 23 ans. Je leur ai donné 230 400 dollars en 6 ans. Jamais ils ne m'ont remercié, ni même mentionné d'où venait cet argent. Silence à l'autre bout. Autant que ça. Oui, autant que ça. Ils ne te l'ont pas dit? Étonnant. Ils m'ont pourtant parlé de chaque centime qu'ils ont dépensé pour toi, tes frais d'université, ta voiture, ton cadeau de diplôme, ton costume pour tes entretiens d'embauche. Jen, quand j'ai fait ma fausse couche et que je les ai appelés à 2 heures du matin, en sang et terrifiés, ils ont dit non. Ils étaient à ton tournoi de golf. Ils ne pouvaient pas partir parce que tu jouais pour un prix. Je ne savais pas ça. Maman a juste dit que tu avais un souci médical, mais que tu exagérais. Un souci médical? Tyler, j'ai eu une chirurgie d'urgence. J'ai failli mourir vidé de mon sang. J'ai perdu un bébé. Ma voix montait. Et nos parents ont choisi ta partie de golf plutôt que ma vie. Ce n'est pas enfin, ils sont venus à l'hôpital après, non? 12 heures plus tard. Après que la mère de Derek soit venue de Floride. Après mon opération. Après que des inconnus aient dû s'occuper de leurs petits-enfants parce qu'ils refusaient de le faire. Longue pause. Jen. Je ne savais pas. Personne ne raconte jamais toute l'histoire, n'est-ce pas? Tu as juste la version de maman, où je suis la fille dramatique, déraisonnable, qui crée des problèmes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Ce n'est pas à toi de régler ça. Mais Tyler, si maman et papa ont besoin d'argent, peut-être que c'est à toi de les aider. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Tu vis dans un appartement payé qu'ils t'ont offert pour ton diplôme. C'est peut-être ton tour d'être l'enfant modèle. J'ai des dépenses. Moi aussi. J'ai des jumeaux de 18 mois. Je viens de perdre un bébé. Je me remets d'une opération. Et pourtant, j'ai réussi à leur envoyer 3200 dollars par mois pendant 6 ans. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Jen, écoute. Je dois te laisser, Mason pleure. Salut, Tyler. J'ai raccroché. Derek écoutait depuis la porte. Tyler veut que tu arranges les choses. Tyler veut que quelqu'un d'autre s'en occupe. De préférence moi, parce que ça a toujours été mon rôle. Il est venu m'enlacer par derrière. Je suis désolé que ta famille soit ainsi. J'ai une famille. Les jumeaux, toi, ta mère. Ça suffit amplement. 1 mois après la fausse couche, l'avocat de mes parents a envoyé une lettre. Il me poursuivait pour abandon financier et rupture de contrat oral. J'ai appelé l'avocat de Derek immédiatement. Marcus Lavigne était un avocat d'affaires brillant qui avait géré l'achat de notre maison. Jennifer, c'est du n'importe quoi, a dit Marcus après avoir lu la lettre. L'abandon financier n'existe pas dans ce contexte.
Et il devrait prouver qu'un contrat oral existait, ce qui nécessite des conditions précises et un accord mutuel. As-tu déjà signé quoi que ce soit? Accepté des termes spécifiques? Non. J'ai juste commencé à envoyer de l'argent quand ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. Ils n'ont jamais demandé d'arrêter. Alors ils n'ont aucun dossier. Mais ils essaient clairement de t'intimider pour que tu reprennes les paiements. Qu'est-ce que je fais? Nous envoyons une réponse. Nous exposons les faits, tu as fourni une aide financière volontaire, sans obligation contractuelle. Tu as cessé cette aide à ta discrétion. Tu ne leur dois rien, ni légalement, ni moralement. Il a marqué une pause. Jennifer, si tu veux, on peut aller plus loin. On peut contre-attaquer pour préjudice moral, basé sur le refus d'assistance lors de ton urgence médicale. Est-ce que ça marcherait? Probablement pas, mais cela enverrait le message que tu ne reculeras pas. Fais-le. Marcus a rédigé une réponse si complète, si dévastatrice dans sa documentation du comportement de mes parents, que leur avocat a retiré la plainte en moins d'une semaine. Mais la lettre a accompli autre chose. Elle a listé, en langage juridique, chaque horreur commise par mes parents. Refus d'assistance d'urgence à leur fille lors d'une crise médicale vitale. Abandon des responsabilités de garde envers leurs petits-enfants. Acceptation de 230 400 $ sur 6 ans sans reconnaissance ni gratitude. Exigence de paiement continue malgré le trauma médical et les besoins financiers de leur fille. Tentative d'intimidation légale quand l'argent gratuit s'est arrêté. L'avocat de mes parents a appelé Marcus personnellement. Mes clients ne m'avaient pas raconté toute l'histoire. Je n'aurais jamais accepté cette affaire si j'avais su. Veuillez transmettre mes excuses à Madame Walsh. 3 mois après la fausse couche, Derek et moi sommes allés en thérapie. Nous avions besoin d'aide pour digérer la perte du bébé, la trahison familiale, tout cela. Notre thérapeute, le Dr Reeves, a écouté toute l'histoire sur 2 séances. Jennifer, je veux que vous fassiez un exercice, a-t-elle dit. Je veux que vous listiez tout ce que vous avez donné à vos parents au fil des ans. Pas seulement l'argent. Tout. J'y ai réfléchi. Puis j'ai commencé la liste. Argent, 230 400 $ au total. Temps, des heures et des heures à les aider à déménager, à organiser leur garage, à gérer leurs rendez-vous médicaux. Travail émotionnel, toujours disponible quand ils avaient besoin de se plaindre ou de conseils. Petits-enfants, Mason et Madison, qu'ils n'ont vu qu'une vingtaine de fois en 18 mois. Pardon, pour les anniversaires ratés, les fêtes oubliées, les critiques constantes. Immunité, pour m'avoir traité de dramatique, pour avoir ignoré mes besoins, pour avoir favorisé Tyler. Maintenant, listez ce qu'ils vous ont donné ces 6 dernières années. Je suis restée silencieuse. Jennifer, qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Des critiques? De la déception? De la culpabilité? Quelque chose de positif? J'ai cherché plus intensément. Ils sont venus à la naissance des jumeaux. Ils sont restés 2 heures. Ils sont venus à ma remise de diplôme. Ils m'ont donné une carte avec 50 $. En 6 ans, pendant lesquels vous leur avez donné près d'1/4 million de $, des heures de labeur et un soutien émotionnel constant, ils vous ont donné 50 $ et de brèves apparitions lors des moments importants de votre vie. Voir tout cela étalé devant moi a déclenché un déclic. J'ai été dans une relation à sens unique avec mes parents pendant toute ma vie d'adulte. Oui, a dit le docteur Reeves doucement. Et probablement avant cela aussi. Vous n'aviez simplement pas le recul pour le voir. Pourquoi ai-je continué à donner? Parce que vous espériez qu'en donnant assez, il finirait par vous rendre l'appareil. Qu'il verrait votre valeur. Qu'il vous aimerait comme vous le méritez. Elle s'est penchée vers moi. Mais Jennifer, certaines personnes ne font que prendre. Ils prendront tout ce que vous offrez et en demanderont encore. Ils ne seront jamais satisfaits, parce que le problème n'est pas la quantité que vous donnez. Le problème, c'est qui ils sont. Derek a pris ma main. Vos parents ne comprendront probablement jamais pourquoi vous avez coupé les ponts, a poursuivi le docteur Reeves. Dans leur esprit, ils seront toujours les victimes. Vous serez toujours la fille ingrate. Et vous devez faire la paix avec cela. Comment? En acceptant que leur opinion ne définit pas votre valeur. En construisant une vie avec des gens qui vous estiment réellement. En laissant tomber le fantasme de ce que vous voudriez qu'ils soient,
pour accepter ce qu'ils sont réellement. 6 mois après la fausse couche, je suis de nouveau tombée enceinte. Nous ne l'avons dit à personne pendant des semaines. Nous étions terrifiés. Chaque tiraillement, chaque inconfort me plongeait dans la panique. Mais à 20 semaines, nous avons fait l'échographie morphologique. Une petite fille en parfaite santé, un cœur solide, tout était parfait. Patricia a pleuré quand nous lui avons annoncé. Je vais être grand-mère à nouveau. Une vraie grand-mère, cette fois. Tu es déjà une vraie grand-mère, a dit Derek. Mason et Madison t'adorent. Je sais, mais celle-ci, je la connaîtrai dès le début. Elle m'a serré fort dans ses bras. Jennifer, je suis si heureuse pour vous deux. Nous ne le disons pas à mes parents, ai-je précisé. Je veux que tu saches que quand le bébé naîtra, ils ne le sauront pas. Ils ne seront pas invités. Je comprends et je vous soutiens totalement. À 32 semaines, j'ai reçu un email de ma mère. Le premier contact en 6 mois. Jennifer, ta cousine Amanda m'a dit qu'elle t'avait vu au supermarché. Elle a dit que tu étais enceinte. Très enceinte. Je n'arrive pas à croire que tu ne nous aies rien dit. Nous allons être grands-parents à nouveau, et nous devons l'apprendre par une cousine. C'est cruel. Quoi que tu penses que nous ayons fait de mal, nous ne méritons pas ça. Nous avons le droit de connaître nos petits-enfants. Nous serons à l'hôpital pour l'accouchement. Nous avons le droit de rencontrer notre petite fille. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé l'hôpital et je les ai mis sur la liste d'interdiction d'accès. Le personnel m'a assuré que s'ils n'étaient pas sur ma liste de visiteurs approuvés, on ne leur dirait même pas que j'étais là. À 38 semaines, le travail a commencé. Patricia m'a conduite à l'hôpital pendant que Derek restait avec les jumeaux. Elena Rose Walsh est née à 3h47 du matin. Parfaite, en pleine santé, magnifique. Patricia était dans la salle d'accouchement, elle a coupé le cordon en pleurant de joie. Elle est sublime, a chuchoté Patricia. Absolument parfaite. Mes parents se sont présentés à l'hôpital 6 heures plus tard. Je le sais parce que la sécurité a appelé ma chambre. Madame Walsh, 2 personnes prétendent être vos parents. Ils exigent de vous voir, vous et le bébé. Ils ne sont pas sur votre liste. Ne les laissez pas monter. Je ne veux pas les voir. Entendu. On s'en occupe. 20 minutes plus tard, le téléphone de Patricia a sonné. C'était le numéro de ma mère. Ne réponds pas, ai-je dit. Je ne réponds pas, mais Jennifer, ils vont insister. Elle avait raison. Pendant les 2 jours suivants à l'hôpital, mes parents ont tout essayé. Appeler l'hôpital sans cesse en prétendant une urgence. Se présenter aux heures de visite en affirmant avoir la permission. Appeler le téléphone de Derek en boucle. Envoyer Tyler pour essayer d'entrer. Faire appeler ma tante pour me dire qu'il était cruel d'éloigner des grands-parents. Nous avons tout ignoré. Quand nous sommes rentrés, il y avait des fleurs sur le pas de la porte. Une carte, félicitations pour notre nouvelle petite fille. Nous avons hâte de la rencontrer. Avec amour, papy et mamie. Derek les a jetés à la poubelle. Ils n'ont pas le droit de faire ça, a-t-il dit. Ils ne peuvent pas prétendre que tout va bien et réclamer une relation avec Elena qu'ils n'ont pas méritée. 1 an après la naissance d'Elena, pour son premier anniversaire, mes parents ont envoyé un cadeau. Une grande boîte contenant une brosse et un miroir en argent pour bébé, très cher, gravé, à notre précieuse petite fille Elena, avec tout l'amour de papy et mamie. Il y avait un mot pour moi. Jennifer, nous t'avons laissé de l'espace comme tu l'as demandé. Cela fait plus d'1 an. C'est sûrement assez de temps pour que tu te calmes et que tu entendes raison. Nous sommes désolés si nous t'avons blessé. Nous n'avons jamais voulu cela. Nous t'aimons et nous voulons faire partie de la vie de nos petits-enfants. Pouvons-nous repartir à 0? Maman et papa. J'ai lu le mot 3 fois. J'y ai cherché une once de responsabilité. Une compréhension de ce qu'ils avaient réellement fait de mal. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un désolé si nous t'avons blessé, la classique non-excuse, et l'insinuation que moi j'étais le problème, celle qui devait se calmer et entendre raison. J'ai remballé le cadeau et je l'ai renvoyé par la poste avec un mot. Maman, papa. Désolé si nous t'avons blessé n'est pas une excuse. C'est un mépris.
Une vraie prise de responsabilité ressemblerait à ceci: nous sommes désolés d'avoir refusé de t'aider lors de ton urgence médicale. Nous avons eu tort de privilégier un tournoi de golf à ta vie. Nous avons eu tort de prendre ton argent pendant 6 ans sans même un merci. Nous comprenons pourquoi tu as fixé des limites et nous les respectons. Tant que vous ne serez pas capable d'une telle honnêteté, nous n'avons rien à nous dire. N'envoyez pas de cadeaux à des enfants que vous n'avez jamais rencontrés et avec qui vous n'avez aucun lien. Ne prétendez pas que tout va bien. Ne me demandez pas de repartir à zéro tant que vous n'aurez pas affronté ce qui s'est passé au départ. Si vous voulez un jour une vraie relation avec moi ou mes enfants, cela commence par l'honnêteté. Par le fait d'assumer vos actes. Par la compréhension que vous avez brisé notre relation, et que c'est à vous de la réparer, pas à moi. Jennifer. Je n'ai jamais eu de réponse. 2 ans après avoir coupé les ponts, j'ai croisé ma mère chez Target. Le magasin même où j'avais acheté la tenue d'anniversaire d'Elena. Elle paraissait plus vieille, fatiguée. Elle poussait un chariot rempli de marques génériques, bien loin des marques de luxe qu'elle exigeait autrefois. Jennifer? Elle s'est arrêtée net. Ses yeux se sont posés sur Elena dans mon chariot, qui avait maintenant 2 ans. Puis sur les jumeaux, qui en avaient 4 et se tenaient aux parois du chariot. Maman. Ils sont si grands. Je n'arrive pas à croire à quel point ils ont grandi. Les enfants grandissent. C'est ce qu'ils font. Elena te ressemble tellement à cet âge. C'est ce qu'on m'a dit. Nous sommes restés là, dans un silence pesant. Jennifer, on peut parler, s'il te plaît? De réparer tout ça? De redevenir une famille. Nous n'avons jamais été une famille, maman. Nous étions dans une relation à sens unique où je donnais tout et où tu prenais tout. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Je t'ai donné 230 400 $. Je t'ai donné mon temps, mon énergie, ma santé émotionnelle. Et quand j'ai eu le plus besoin de toi, quand je perdais mon sang, que je perdais un bébé, que j'étais terrifié et seul, tu as choisi le golf. Elle a tressailli. Je me suis excusé pour ça. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as dit désolé si je t'ai blessé. Ce ne sont pas des excuses, c'est une dérobade. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises, j'ai eu tort. J'ai choisi un tournoi de golf plutôt que l'urgence vitale de ma fille, et c'est impardonnable. J'ai pris ton argent pendant 6 ans et je ne t'ai jamais remercié, ni reconnu ton sacrifice. Je t'ai traité comme un distributeur de billets et un fardeau plutôt que comme une fille. J'ai été une mauvaise mère et je suis désolé. Elle a semblé sidérée. C'est cruel. C'est honnête. Et si tu ne peux pas être honnête sur ce que tu as fait, nous ne pouvons pas avancer. Jennifer, s'il te plaît. Ton père et moi avons du mal. Nous avons dû déménager dans plus petit. On vit dans un petit condo qu'on peut à peine payer. Stop. J'ai levé la main. Ne me parle pas de tes problèmes d'argent. Je m'en fiche. Vous avez fait des choix. Vous avez bâti un train de vie sur de l'argent qui n'était pas le vôtre. Vous avez profité de la générosité de votre fille. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. Nous sommes tes parents. L'ADN ne fait pas de vous des parents. Le fait d'être présent, oui. Et vous n'avez jamais été là pour moi. Pas quand c'était important. Mason a tiré sur ma manche. Maman, on peut s'en aller? Cette dame te rend triste. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Je ne suis pas cette dame. Je suis ta grand-mère. Non, ai-je dit fermement. Tu ne le es pas. Leur grand-mère, c'est Patricia. C'est elle qui est là, qui traverse le pays quand on a besoin d'elle, qui connaît leurs plats préférés et leurs rituels du coucher. Toi, tu n'es qu'une inconnue pour eux. J'ai commencé à pousser mon chariot. Jennifer, attends. S'il te plaît. Je suis désolé. Vraiment désolé pour tout. Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Prouve-le. Va en thérapie. Comprends pourquoi tu traites les gens ainsi. Fais un vrai travail sur toi-même. Et peut-être que dans 1 an ou 2, on pourra tenter une visite surveillée. 1 an ou 2. Tu as eu 6 ans de mon argent et 18 mois de la vie de mes enfants dont tu n'as pas daigné faire partie. Tu peux bien attendre 1 an ou 2 pour voir si j'ai envie de te donner une autre chance.
Je n'ai pas attendu sa réponse. Je m'appelle Jennifer Walsh. J'ai 31 ans. Je suis mère de 3 enfants, épouse, et la belle-fille de la meilleure femme du monde. J'ai été une fille, autrefois. Mais j'ai appris qu'être l'enfant de quelqu'un ne vous oblige pas à financer son train de vie ou à accepter ses mauvais traitements. Il y a 2 ans, j'ai fait une fausse couche et mes parents ont préféré le tournoi de golf de mon frère plutôt que de m'aider avec leurs petits-enfants. Je leur envoyais $3 200 par mois, $230 400 sur 6 ans et ils n'ont pas pu trouver 3 heures pour venir me soutenir en pleine urgence. Alors j'ai arrêté les paiements, j'ai coupé les ponts, j'ai fixé des limites et j'ai construit ma famille avec des gens qui sont réellement là. Qui me choisissent. Qui m'estiment pour autre chose que mon portefeuille ou ma serviabilité. La mère de Derek est venue de Floride pour être là pendant mon opération. Elle a banni mes parents de ma chambre. Derek leur a dit exactement ce qu'ils étaient, et elle est la seule vraie grand-mère de mes enfants depuis lors. J'ai beaucoup perdu. J'ai perdu un bébé que je voulais tant. J'ai perdu les parents que j'aurais aimé avoir. J'ai perdu l'illusion de ce que la famille était censée être. Mais j'ai gagné tellement plus, la paix, le respect de moi-même, une compréhension claire de ma valeur. Des enfants qui grandiront en sachant que l'amour ne vient pas avec des conditions. Que la famille, c'est ceux qui sont présents. Si quelqu'un parmi vous est le distributeur automatique de sa famille, s'il finance son propre malheur, s'il se fait traiter de dramatique quand il exprime des besoins légitimes. Je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des gens qui n'aiment que ce que vous leur apportez. Vous avez le droit d'arrêter de financer des gens qui refusent d'être là pour vous. Vous avez le droit de vous protéger, vous et vos enfants, des gens toxiques, même si ces gens sont vos parents. Et si s'éloigner signifie perdre des gens qui ne vous ont jamais vraiment estimé, ce n'est pas une perte, c'est la liberté. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez ce récit. Et si vous avez fixé des limites avec des membres de votre famille qui vous traitaient comme un tiroir-caisse, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici en train de construire des vies meilleures, une limite après l'autre.